Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les mogos m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Rigo, take a seat now. I used to work in and they treated me like I was a shit. Legi Djerna, Dengue, PDG Parenga. Let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment chanceux et nous sommes fiers d'accueillir la journaliste, la militante, la philanthrope, la femme au grand cœur et celle qu'on ne présente plus, mais je suis obligé de le faire, Madame Rokhaya Diallo. Comment tu vas, Rokhaya? Ça va bien. Ça va? T'as failli dire Rokhaya. Exactement. J'ai senti. Il y a ma mère qui me disait tout le temps, mon chéri, pourquoi t'appelles pas Rokhaya? Je disais, t'inquiète, elle va venir, elle est juste pas au courant. Comment tu vas, Rokhaya? Ça va bien, merci. Et toi? Super, merci. Encore une fois, sache que c'est un honneur de te recevoir, sincèrement. Honneur partagé, ravi aussi. Merci beaucoup. Rokhaya, dis-moi, déjà comment je dois t'appeler? Rokhaya ou Rokhaya? Les deux, je réponds aux deux. Ma mère, ma famille m'appelle Rokhaya. Ouais. Mais sinon, je réponds à Rokhaya aussi. Mais bon, si tu sais bien le dire, tu peux le dire bien aussi. Hein. On va switcher les deux, il n'y a pas de souci. Dis-moi, t'es connu, on te reconnaît, mais est-ce que c'est la tradition chez WeHustle? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Rokhaya Diallo. Donc, je suis journaliste, réalisatrice et autrice de plusieurs livres et de plusieurs documentaires. Je travaille comme journaliste pour plusieurs chaînes de télévision, pour LCI notamment, pour C8, dans l'émission Balance ton poste. Et sur LCI, je suis dans l'émission 24 heures plus Jadas. J'ai un podcast que j'ai co-créé, que je co-anime avec Grace Lee, qui s'appelle Kif Taras, qui porte sur les questions raciales. Et mes derniers livres sont donc une bande dessinée qui s'appelle M'explique pas la vie, mec. Un livre qui s'appelle Ne reste pas à ta place et un essai qui s'appelle La France, tu l'aimes ou tu la fermes. Voilà. Et j'écris aussi, pardon, c'est important de le dire, j'écris pour la presse internationale. Notamment, je suis éditorialiste au Washington Post, qui est un journal américain. Excellent. Voilà. Excellent, Rokhaya, excellent. Avant de développer sur toutes tes casquettes, je voudrais qu'on fasse un flashback. Début des années 80, Paris 19e. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque mon enfance. C'est Paris 19e, c'est là où je suis allée à la crèche, puis à l'école maternelle et primaire. Donc, j'ai passé vraiment mon enfance dans le 19e arrondissement où j'ai grandi avec mon frère et mes parents. Ça m'évoque les quartiers populaires des années 80, des quartiers qui étaient considérés comme dangereux à l'époque, qui aujourd'hui sont des quartiers qui se sont, comme on le dit, gentrifiés. Qui sont un peu plus, plus classe moyenne, classe supérieure que c'était le cas auparavant, mais c'est beaucoup de très bons souvenirs. Enfin, moi, c'était vraiment... On avait une super jolie cour dans l'immeuble où j'ai grandi, donc on y a passé beaucoup de temps à s'amuser avec mon frère. On a été dans une rue relativement calme, donc c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé cette enfance dans le 19e. D'accord. Et par la suite, vous avez bougé, déménagé à La Courneuve. Tout à fait. Pareil, le même décor? Alors, c'était très différent. Je dois t'avouer que j'ai pas du tout aimé. Quand j'ai déménagé en fait à La Courneuve, nous, on avait l'habitude d'être dans un quartier quand même très commerçant. D'accord. Dans le 19e arrondissement, il y avait des boutiques, au moins, tu vois, on était à distance de 2 stations de métro différentes, etc. À La Courneuve, c'est vrai qu'on a le métro aussi, mais c'était beaucoup moins accessible. Je sais pas, je me suis sentie un petit peu dans quelque chose de vide. Par rapport à la densité, l'animation que je pouvais avoir à Paris. Après, je m'y suis faite. Mais c'est vrai que je préférais être à Paris. Honnêtement, quand je suis arrivée au collège à La Courneuve, j'ai pas super adoré. J'ai vraiment pas... Puis les activités aussi scolaires, extrascolaires surtout, étaient beaucoup moins bien. Quand j'étais à Paris, on faisait plein de visites, on profitait du fait d'être dans la ville de Paris. Et à La Courneuve, ça n'avait rien à voir. D'accord. C'était vraiment plus restreint, il y avait moins de moyens.
Donc, j'ai trouvé ça moins bien. Puis finalement, je m'y suis faite. Je me suis fait des amis et j'ai adopté la ville. Mais c'est vrai que j'avais toujours ces allers-retours que je faisais entre Paris et la Courneuve, sachant qu'en réalité, pour ceux qui connaissent la géographie parisienne, c'est vraiment à côté, sur la même ligne de métro. C'est à côté. Le 19e, c'est vraiment... C'est à côté. C'était vraiment... La Courneuve, c'était 10 minutes plus loin en métro. Mais ça me paraissait très loin, en fait. Ça me paraissait très loin. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les gens qui habitent en banlieue ont l'impression que Paris est très loin. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée, les gens me parlaient de Paris. Je dis, mais vous savez, c'est pas loin, en fait. C'est vrai. Et j'avais ce truc-là de me dire, mais c'est pas si loin que ça, quoi. Exactement. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. T'es également une passionnée de manga. Mm-hmm. Je sais, j'ai mené mes enquêtes, etc. C'est bien renseigné. Ah, mais c'est normal, c'est normal, c'est la moindre des choses. T'étais une adepte du Club Dorothée également. Tout à fait. T'as découvert les mangas. Parle-nous de cette passion. Alors, le Club Dorothée, pour les personnes les plus jeunes qui nous regardent, c'est une émission phare des années 80 et 90, qui était animée par une femme qui s'appelle Dorothée, et donc qui diffusait énormément de séries d'animation japonaises. Donc, les plus emblématiques qu'on connaît encore, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il y avait aussi des séries comme Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiac. J'ai connu, moi, mais pendant... J'étais jeune. Un court temps, exact. parce que je pense qu'on a une bonne différence d'âge. Mais des choses comme Ken le Survivant, comme Olivier Tom, c'était plus sur la 5, mais c'était vraiment une époque où toutes les chaînes diffusaient beaucoup de dessins animés japonais. Et moi, ça m'a passionnée, en fait, dans mon enfance. Et en fait, j'ai découvert que ces dessins animés qu'on voyait tels quels arriver sur nos écrans français, avant d'être des dessins animés, étaient des bandes dessinées. Donc, les bandes dessinées, c'est ce qu'on appelle les mangas, en fait, en japonais. Et ces bandes dessinées, en fait, elles étaient transposées en animation quand elles avaient un gros succès. Ouais. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser non seulement aux mangas, dessinés, du coup, aux auteurs. Moi aussi, j'adorais dessiner, donc je dessinais énormément. J'ai voulu savoir qui dessinait quoi. Et j'ai commencé à regarder les biographies des différents auteurs que j'admirais. Et c'est comme ça que je me suis vraiment passionnée pour cette histoire-là, à fréquenter des librairies japonaises à Paris quand j'étais adolescente. T'as appris le japonais aussi? J'ai appris le japonais quand j'étais au lycée. J'ai des souvenirs très, très vagues. C'est bien. J'adorais ça. C'est bien. Pour essayer de déchiffrer les mangas. Mais en vérité, j'avais pas du tout le niveau, mais je les achetais en japonais, j'essayais de comprendre. Ouais, j'aimais beaucoup ça. Et ça te faisait quoi quand tonton t'envoyait faire les cours arabes le mercredi mercredis après-midi? Nos parents nous avaient inscrits évidemment au cours d'arabe. Ouais. Ça tombait le mercredi après-midi. Mais le mercredi après-midi, c'est ça. Je parle parce que je sais. Ouais, je sais que tu sais. Je sais que tu sais de quoi je parle. Et ben, c'était le jour des dessins animés. Donc, nous, en fait, à l'époque, le Club Dorothée, c'était le matin de 9h à midi, puis ça reprenait de 14h à 17h. Exactement. Toute la journée. Et on allait au cours d'arabe l'après-midi, le mercredi après-midi. Ouais. On était dégoûtés. Franchement, on était dégoûtés. Dieu me pardonne. Mais on était dégoûtés. Ouais. Parce qu'en fait, on ratait tous les dessins animés. Mais tu pouvais enregistrer, il y avait le magnétoscope. C'est comme ça que j'ai appris à programmer le magnétoscope. J'ai appris à le programmer parce que je savais que je serais absente. Mais on a souffert, parce que malgré tout, c'est quand même... c'était 3 heures. Ouais, on peut pas enregistrer 3 heures. C'est ça, exactement. Il y avait des cassettes de 3 heures, mais des fois, elles faisaient 2 heures ou 1 heure. Ouais. Donc, c'était compliqué. On connaît ça. Ah, c'est mortel, Rokhaya. Et dis-moi, quel genre d'élève t'étais, toi? Parce que tu t'identifiais beaucoup à Daria. Tout à fait. La fameuse série, sur MTV. Non, sur Canal. C'était sur Canal+, et c'est une série d'MTV, en fait. Voilà, donc j'ai pas faux. T'as raison, dans les deux cas. Alors moi, j'étais une bonne élève. J'ai vraiment été une bonne élève tout le long de mon parcours scolaire. Mais j'étais une élève extrêmement timide et très discrète. Et oui, je me reconnais dans Daria parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Daria, c'est vraiment une élève très terne, avec des grosses lunettes, complètement invisible. Une voix mais rauque. en même temps, c'est ça, une voix rauque, un peu désabusée. Et très cynique. Et qu'on ne remarque pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme si elle était... En fait, c'était une fille qui avait beaucoup d'humour, un peu grinçant, etc. Mais que personne ne savait comment elle était vraiment. Exactement. À part sa meilleure amie. Et j'avais l'impression d'être un peu dans ce truc où je me sentais plus intéressante, en tout cas, que ce que les gens ne voyaient. Peut-être que c'était présomptueux. Mais je sentais qu'il y avait vraiment un décalage entre la manière dont je me percevais et puis la manière dont on ne me voyait pas vraiment. En fait. D'accord. Voilà, comme tu viens de le dire, tu as toujours été une élève studieuse, brillante. Bon, tu l'as pas dit, mais... Je travaillais bien, en tout cas, voilà. Bon. Mes parents veillaient au grand aussi. Bon, c'est excellent, ils ont raison. À quel moment, excuse-moi, tu as su que tu devais en faire plus que les autres? Je me suis pas posé la question très tôt, en fait, parce que j'ai vraiment une famille très encourageante, et comme je travaillais pas trop mal, j'avais pas l'impression que la couleur de peau ou des choses comme ça seraient des freins. Donc, je me suis projetée dans plein de professions différentes sans me dire « Ah non, c'est impossible parce que je suis noire et que je ne vois pas de noirs qui font cette profession-là. » Et finalement, ça m'est venu très, très tard de me rendre compte que, oui, effectivement, tous les efforts que je fais ne seraient pas reconnus comme tels
du fait de ma couleur de peau. Ça m'est arrivé vraiment tardivement. Tant que j'étais jeune, en fait, j'avais vraiment foi dans la République, dans la France et dans sa capacité, en fait, à produire de l'égalité. D'accord. Mais à ce moment-là, tu as su que tu venais de ce que certains qualifient de deuxième France, dans la mesure où quelques portes se sont fermées à cause de ta provenance. Alors ça, c'est arrivé plus tard. Plus tard, bien sûr. Quand j'étais adulte, tu veux dire, quand j'étais jeune adulte ou, C'est ça, quand tu étais jeune adulte, après le bac? C'est ça, donc après le bac, moi, j'ai fait mes études. Alors, déjà, il y a cette question-là du bac. Moi, donc j'ai passé mon bac en étant scolarisée à La Courneuve. Et ce dont je me suis rendu compte, par exemple, c'est que quand tu étais scolarisée à La Courneuve, tu pouvais pas postuler pour des facs parisiennes, mais seulement pour Paris 13 et Paris 8. Donc Saint-Denis. Paris 13 qui est à Saint-Denis. À Villetaneuse et Paris 8 à Saint-Denis. D'accord, ok, voilà, ok, ouais. Donc du coup, okay. Tu te dis, mais alors, pourquoi je peux pas aller à la Sorbonne, je peux pas aller à Paris 2, alors que ce sont d'excellentes facs de droit. Donc déjà, tu sens le stigmate, en fait. C'est pas un stigmate de couleur, c'est un stigmate vraiment social. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est injuste. Donc j'ai fini par aller à Paris 2 en 4e année, mais j'ai pas du tout aimé. Là, j'ai senti que vraiment, il y avait un entre-soi, que effectivement il y avait très peu de gens noirs comme moi, et quand il y en avait, c'était beaucoup de gens qui venaient du continent africain, en fait, et dont les parents avaient en fait plutôt une fortune certaine. Et donc là, je me suis sentie un petit peu à part. En fait, j'ai senti vraiment que le fait d'être à la fois de banlieue, à la fois noire, me mettait un petit peu à part. Et puis par la suite, j'ai fait une école de commerce, et ça s'est super mal passé, en fait. J'ai pas du tout aimé. Et pourquoi ça? Parce que en fait, c'était vraiment une école. Tu sais, quand j'ai eu mon diplôme d'école, la directrice de l'école m'a dit mais vous savez, ok, votre problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à vous faire entrer dans le moule. Ça résume en fait tout ce qui n'est pas allé. Moi, j'arrivais pas à me faire en fait à un environnement où il fallait être uniforme. Mais c'est justement une force, ça. Moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit c'est le meilleur compliment qu'on m'ait fait de ma vie. Et au contraire, si je m'étais vraiment conformée au moule, je serais pas là en face de toi. Exactement. Du coup, ça m'a pas convenu pour ça. Je trouvais que c'était vraiment préparer des gens assez lisses, assez socialement formatés pour des métiers qui m'intéressaient pas trop. Donc, je suis retournée à la fac ensuite pour plus m'orienter vers l'audiovisuel. Donc, je suis retournée à la Sorbonne, et c'était un diplôme qui était porté par la Sorbonne et par l'INA. Et voilà. Mais honnêtement, dans l'école, je me suis pas sentie très bien. On n'était pas très nombreux en plus à être noirs, et on nous confondait souvent. Donc, c'était pas top, quoi. Tu vois, ouais, c'était pas génial. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit que tu allais redoubler d'efforts justement pour bouleverser un peu les croyances de certains? Ce que je me suis dit, c'est que j'allais en tout cas m'efforcer d'aller dans la direction qui me plaisait, de pas faire un métier justement qui était un métier attendu, un métier formaté, un métier dans lequel finalement qui correspondait à ce que la société associait à la réussite sociale. Et je me suis dit non, en fait, moi, ce que je veux, c'est faire ce qui me plaît, c'est travailler dans le domaine culturel. Et donc, j'ai refait un diplôme derrière. Et c'est à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, oui, je vais m'affirmer dans quelque chose de différent, quelque chose qui me plaît. Alors, évidemment, mes parents étaient inquiets. Ils se sont dit, mais là, faut arrêter les études, faut travailler, là, et faire un truc un peu sérieux. Donc, c'était compliqué. Mais honnêtement, je regrette pas. Je regrette pas de ne pas uniquement m'être contentée d'avoir fait la fac de droit, le barreau, des choses un peu classiques pour devenir avocate, parce que je pense que j'aurais fini par changer d'orientation. Ça ne m'aurait pas. C'est pas ce qui me correspond, quoi. D'accord. Excellent, Rokhaya. Et concernant le financement des études, c'est très important. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des jobs à côté? J'ai toujours fait des jobs à la fois pour financer mes études, mais aussi mes voyages. Mes parents m'ont aidé, ils m'ont vraiment filé des coups de pouce quand j'avais pas beaucoup d'argent, mais je complétais. Donc, c'est ce qui m'a permis de partir assez jeune en Italie, aux États-Unis, au Canada. Et vraiment, parce que la Seine-Saint-Denis aussi proposait des voyages à coût réduit pour les jeunes du département, des voyages à caractéristiques sociales et culturelles. Donc, c'était super, quoi. Excellent. C'est-à-dire qu'à la fois, tu allais voir la Tour de Pise en Italie, mais en même temps, tu rencontrais un centre de réinsertion de gens qui sortaient d'incarcération. Bien. Donc, c'était super, quoi. C'était vraiment canon. Et du coup, donc j'ai fait ces jobs d'été qui m'ont fait faire des vagues. J'ai bossé à Disney, au parc Disney. Exact. J'ai bossé dans un hôpital, d'ailleurs l'hôpital où je suis née, à l'hôpital Hôtel-Dieu. Oh, bien. J'ai bossé, j'étais à H&M. J'ai fait toutes sortes de jobs étudiants. Chez IBM aussi? Chez IBM. Alors là, c'était un stage, en fait. D'accord. Un stage avec mon école de commerce, justement. Ok. Stage et année d'apprentissage. Donc, j'ai bossé 14 mois là-bas. D'accord. Et franchement, j'ai détesté. J'ai détesté. Franchement, j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, mais si ma vie, c'est ça, mais ça n'a aucun sens. Tu t'ennuyais?
je voyais pas le sens en fait de ce que je faisais. Je me disais, Ok. mais c'est quoi ma contribution Ok. sociale avec ce boulot? Et je me sentais complètement interchangeable. Je me disais, bah oui, c'est moi là, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Finalement, ma personnalité ne joue pas beaucoup sur ce que j'apporte à mon boulot. Ouais. Et puis ce boulot-là, je sentais pas vraiment d'intérêt, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu après, donc c'était vraiment dans le cadre de mon école de commerce, après repartir à la fac pour vraiment faire un truc plus culturel. Parce que D'accord. dans la culture, je me sentais à la fois plus motivée et puis je me disais que c'était de nature à tout simplement me permettre d'apporter une contribution plus identifiable. Ok. Voilà. Ok. Et voilà, tout à l'heure, quand je te présentais, je t'ai défini comme étant une militante. Je sais pas si c'est un terme que tu aimes bien. J'ai rien contre ce terme, D'accord. mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est quand on dit que je suis militante tout court, parce que c'est pas une activité professionnelle. Mhm. J'ai un respect absolu pour toutes les personnes qui sont militantes, mais je trouve que souvent, ce sont les gens qui ne m'aiment pas. Pas seulement, hein, parce que... Non, moi, je Parce t'aime que bien ça- et je t'ai qualifié. Mais tu m'as dit que j'étais journaliste. Pas faux. Mais souvent, les gens qui ne m'aiment pas disent la militante... Ah, c'est voilà. réducteur, là. Exactement, Ok. parce que ça ne dit pas mon activité réelle. Moi, je travaille et je suis rémunérée pour ça comme journaliste, comme réalisatrice, tu vois. Et c'est ça qui me gêne un petit peu, mais c'est vrai qu'après, je sais que par exemple, Rof m'a big up dans un morceau comme militante. Je sais que c'est un honneur, c'est vraiment pas du tout pour me critiquer. Mhm. Mais souvent, les gens, les détracteurs, ils le font pour dire oui, en fait, c'est juste une militante, c'est pas quelqu'un qui produit autre chose Comprends. que du militantisme. Donc oui, je suis engagée, j'ai milité dans des collectifs et je me sens proche des militants, évidemment. Mais au quotidien, c'est comme journaliste, comme autrice, comme réalisatrice que j'exerce ma profession. Et c'est quelque chose qui s'entend, tout à fait. Totalement. Et voilà, si on reste dans la thématique du militantisme, que penses-tu d'Aminata Dramane Traoré? Alors, pour moi, c'est une figure d'inspiration, c'est une tata. J'ai lu son livre Leto, donc c'est une femme qui a été ministre de la Culture au Mali, qui est une universitaire, en fait, qui travaille beaucoup sur la question de la dette des anciens colonisateurs vis-à-vis de leurs anciennes colonies. Et donc, elle est malienne, elle habite au Mali, à Bamako, où elle a créé d'ailleurs un hôtel solidaire, écologique. Enfin, elle est vraiment une femme en avance sur son temps, brillante. Et en fait, j'ai lu son livre Leto, qui parlait justement de tout ça quand j'avais 20 ans, et ça m'a ouvert les yeux sur cette question de l'Afrique, de la domination économique, de la dette qui finalement n'était pas une dette de pays qui avaient déjà exploité le continent. Et puis j'ai eu l'immense chance de la rencontrer. Excellent. Et elle m'a invitée à Bamako l'année dernière. Ok. C'était franchement chez elle, dans son hôtel, mais c'était fabuleux. C'était vraiment... c'est une femme, c'est-à-dire qui pense vraiment le développement, mais sur toute la longueur, c'est-à-dire sur le plan de l'écologie, de la production locale, sur le plan de l'économie, Excellent. sur le plan de l'autonomie politique, et qui est brillante. Je veux dire, quand elle parle, à chaque mot, il faut faire des pauses, parce qu'en fait, il y a tellement de nourriture C'est intellectuelle. une bonne communicante. Ah oui, et vraiment, et puis elle a une pensée dense, extrêmement riche. D'accord. Par exemple, sur ce qui s'est passé au Mali, sur la guerre, etc. J'invite tout le monde à lire et regarder ses vidéos. Elle a une chaîne YouTube. C'est très intéressant ce qu'elle dit parce que c'est une perspective qu'on entend très peu. D'accord. Ah bah, c'est excellent, en tout cas, de le souligner et d'inviter les gens à regarder ce que madame fait. C'est excellent. Et donc, je voudrais qu'on switch également. Tout à l'heure, je t'ai présenté, tu es une journaliste, etc. Les débuts à la télé. Parce que ce n'était pas ton domaine de prédilection. Pas du tout. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu pour ambition de faire de la télévision. Oui. Et en fait, quand j'ai lancé mon association Les Indivisibles, qui avait pour but de déconstruire les préjugés ethno-raciaux dans les médias, j'ai été invitée, donc je l'ai fondée avec des amis, et j'ai été invitée à prendre la parole à la télévision. Et en fait, j'ai été repérée, donc c'était dans la matinale, une émission d'info de Canal+, et j'ai été repérée. C'est là où je t'ai découvert. C'est là que j'ai commencé. Tu m'as découvert vraiment, vraiment au tout début. T'es un des premiers, du coup, parce que la chaîne Canal+, donc, m'a contactée à travers une personne qui s'appelle Charlotte Meunier, qui travaille dans la cellule repérage. D'accord. Et qui m'a proposé, en fait, de devenir chroniqueuse. Au début, j'étais un petit peu réticente parce que moi, je travaillais justement dans ce domaine de la production, j'aimais bien mon métier, etc. Puis finalement, elle m'a convaincue en me disant « Moi, je veux savoir ce que vous avez à dire et je vous mettrai en contact avec l'émission qui pourra accueillir votre parole. » Et c'est comme ça que j'ai commencé les chroniques. Et puis, j'ai laissé, entre parenthèses, je pensais que c'était une petite parenthèse, mais bon, ça fait quand même 12 ans, mon emploi pour me consacrer à l'écriture. Parce que j'avais un contrat pour écrire un livre. Je me suis dit, bon, je vais consacrer du temps à l'écriture. RTL, ça s'est passé un peu de la même manière. C'est Axel Duroux, qui était patron de d'RTL à l'époque, qui m'a repéré. D'accord. Qui m'a fait inviter dans une émission. Puis finalement, ça s'est bien passé. Donc, je suis devenue chroniqueuse sur RTL, où je suis toujours. Excellent.
Et donc aujourd'hui, je suis dans l'émission de Thomas Soto qui s'appelle Le Monde tel qu'il est. C'est une émission de débat hebdomadaire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en me présentant, mais c'est un super bel exercice. C'est excellent, Rokhaya. Et pour toi, avoir un message politisé, c'est important? C'est fondamental? C'est très important. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, quand on prend la parole publique, on doit le faire avec responsabilité. Alors, je comprends que des gens n'aient pas forcément envie de prendre une parole publique qui soit engagée ou qui défende un propos particulier. Mais pour moi, cet espace-là, être présent dans cet espace-là, n'a de sens que si je dis des choses qui portent une vision qui est de nature à un petit peu bousculer la manière dont on perçoit les équilibres et les rapports de force. Donc oui, forcément, même quand on parle de culture, quand on parle de musique, de cinéma, etc., il y a un propos, il doit y avoir un propos politique. Et pour moi, en tout cas, c'est important. Moi, en tout cas, je ne pense pas que je prendrais la parole sans que ça ait ce sens-là. D'accord. Voilà. Et les gens qui ne s'avancent pas sur ces sujets-là? Franchement, je leur en veux pas. Honnêtement, t'as vu ce que je me prends dans la tête tout le temps? C'est trop. Tu vois, je veux dire, ça donne pas envie. Et moi, je vais pas en vouloir aux gens de pas mais tu rends bien les coups. Moi, après, je sais, voilà, franchement, j'ai appris à me battre. Donc, voilà, si tu... Ouais. Franchement, ouais, moi, j'attaque pas. Mais si tu viens me chercher, sache que je sais rendre les coups, quoi. Bien. Mais tu vois, les gens qui se mouillent pas, je ne leur en veux pas parce que je me dis, honnêtement, ça donne pas trop envie. Et je pense qu'il y a des gens où la présence est déjà une forme de subversion. Et d'être là quand t'es une minorité, c'est déjà une manière de faire avancer les choses, même si tu ne dis rien. Tu vois, vu sous cet angle-là. Et voilà, moi, les seules personnes à qui j'ai des reproches à faire, c'est les gens qui prennent la parole pour nous enfoncer. Là, c'est autre chose. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui se font leur petite carrière en étant eux-mêmes d'origine étrangère, etc., en enfonçant les musulmans ou certains groupes, etc., je les trouve vraiment indignes. Mais, voilà. D'accord. Mais sinon, les gens qui, franchement, je pense que tout le monde à sa manique fait son trou et puis voilà, on n'est pas tous là pour prendre des risques, quoi. Puis voilà, moi, j'ai conscience aussi du fait que c'est coûteux. C'est vrai. Il faut être calibré. C'est vrai. Ouais. En tout cas, le message est passé. Et Rokhaya, The Guardian qui te sollicite. The Guardian, c'est hyper valorisant. The Guardian, je crois que c'est le premier média international qui m'a demandé d'écrire. C'était sur les brutalités policières. Bien. À l'époque de l'affaire Théo. Et voilà, donc au début 2017. Et donc, ils m'ont demandé d'écrire quelque chose sur la brutalité policière en France. Donc, j'ai parlé de Théo Luaka, de Adama Traoré, déjà à l'époque, qui était déjà décédé depuis quelques mois, d'autres personnes comme Lamine Dieng, comme Amine Bendounsi, etc., qui sont mortes entre les mains de la police. Et puis, en fait, quelques temps plus tard, Al Jazeera m'a aussi proposé d'écrire. Ah, ok. Voilà. Et surtout, le Washington Post, l'année d'après. Et en fait, ce qui est génial avec le Washington Post, c'est que la collaboration s'est poursuivie et qu'ils ont vraiment décidé de me recruter. Excellent. Cet été. Et l'annonce... en fait, je pense que je ne réalisais pas. C'est-à-dire que moi, ils ont fait un communiqué pour annoncer qu'ils me recrutaient. Et j'ai réalisé que j'étais la première française de leur section Global Opinions. Et les gens ont réagi, mais c'était fou, quoi. Et ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur parce que je me dis, voilà, en fait, en France, tu te bats... pour, en tout cas, donner de la visibilité à certains sujets et que la reconnaissance de certains... En tout cas, la reconnaissance... c'est pas que je cherche la reconnaissance des gens, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui essaient de minorer la qualité de son travail. Et finalement, ce sont des Américains qui disent, on considère que son travail a cette valeur-là, et on te recrute et c'est super. Après, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais eu la même offre de la part d'un média presse écrite en France. D'accord. En tout cas, dans les grands organes de presse nationale. Ouais. Tu sais prophètes dans son pays, on connaît. C'est ça. Et puis moi, voilà, de toute façon, franchement, je dis ça de manière ironique, mais le Washington Post, c'est l'un des plus grands journaux du monde. Je pense que t'as même pas besoin de te justifier. Je pense que ça va. Je pense que franchement, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurais signé là-bas. T'as un beau CV. Voilà. T'as un beau CV. Voilà, on est toujours dans la thématique du militantisme, entre guillemets. Je mets les guillemets. Ton documentaire de Paris à Ferguson, coupable d'être noir. Tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, c'est un documentaire que j'ai réalisé en 2016, justement, qui revenait sur la question des violences policières des deux côtés de l'Atlantique. Donc, qui parlait du fait que, effectivement, quand des personnes non blanches, donc noires, d'origine maghrébine, d'origine asiatique ou roms, étaient victimes de violences policières, souvent, on n'en parlait pas. En France, ou sinon on en parlait sans parler de la question raciale, alors qu'elle est quand même assez déterminante dans les enjeux de violence policière en France.
C'était pas un débat. Et en même temps, il y avait ce qui s'était passé à Ferguson, dans le Missouri, aux États-Unis, où Mike Brown, voilà, c'est ça, avait été, en fait, il s'était fait tirer dessus, 18 ans, et son corps était resté 4h12, je crois, à l'extérieur, au mois d'août. Et donc, ça avait donné lieu à des révoltes à Cape Ferguson, à des soulèvements extrêmement importants. Et donc, je suis partie tourner un documentaire entre Paris et Ferguson pour rencontrer les jeunes afro-américains, les jeunes militants du mouvement Black Lives Matter, tu vois, justement. Et c'était super intéressant. L'idée, c'était vraiment de montrer ça. Et c'était avant que ça n'explose dans le monde en 2020. Mais c'était en 2016. Et c'est un documentaire qui me tient vraiment à cœur parce que il parle de cette violence-là et de la manière dont les Noirs sont structurellement discriminés. Et quels ont été les retours? Super bon retour. Tu sens que tu as impacté les gens? En tout cas, je sens qu'il y a vraiment eu un intérêt très fort. Il a été diffusé sur France O à l'époque. Malheureusement, la chaîne n'existe plus. Mais aussi sur TV5 Monde. Il continue à être montré régulièrement. Et puis, on a fait la première projection aux États-Unis. D'accord. À New York, au Schomburg Center. Donc, c'est un centre historique des cultures noires qui est à Harlem, qui est hyper important pour l'histoire des Noirs américains. Et en fait, j'ai invité Amal Bentounsi, qui est la sœur d'Amil Bentounsi, qui est mort entre les mains d'une balle dans le dos par la police en 2012, et qui a créé une application qui s'appelle Urgence ou violence policière, d'ailleurs, qu'il faut télécharger en cas de violence policière, qui permet de documenter ces violences-là. Et donc, elle est venue à New York parler des violences policières en France, aux États-Unis, mais le public était estomaqué. C'était vraiment un moment de rencontre d'une grande émotion, parce que les gens disaient, mais nous, la France, pour nous, c'est justement le paradis des Afro-Américains. Je leur dis, oui, des Afro-Américains au XXe siècle, mais pour les Noirs français, c'est une autre histoire. Et c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment une très, très belle rencontre. D'accord. Ah, ben en tout cas, c'est très touchant tout ce que tu nous dis là. Il y a la condition des Ouïghours aussi. Je voulais qu'on aborde le sujet. Il y a les Ouïghours qui sont opprimés, etc. C'est quoi ton regard sur ça, toi? C'est une histoire tragique qui a cours depuis longtemps. Il se trouve que le Parlement, je crois que c'est le Parlement des Pays-Bas qui vient de décider, en fait, de considérer ces exactions comme étant un génocide. Il y a vraiment des crimes atroces, des camps qui sont dits des camps de redressement, qui sont vraiment des camps de torture, des femmes qui sont particulièrement ciblées, qui sont stérilisées, qui sont victimes de brutalité sexuelle. Et j'invite vraiment les gens à suivre une femme qui est en France, qui est d'origine ouïghour, qui s'appelle Dilnour Reyhan. Elle est sur les réseaux sociaux et franchement, elle est fabuleuse. Elle milite. Elle parle beaucoup de la question des femmes. Il faut la suivre sur Instagram, sur Twitter. Elle parle de cette question-là avec une exactitude qui permet vraiment d'avoir une bonne documentation sur ce sujet-là, parce que on s'en préoccupe peu. On attend vraiment que les politiques parlent, parce que voilà, c'est pas normal en fait de d'une certaine manière faire affaire avec un régime qui perpètre ce genre d'atrocité. Il faut vraiment en parler. Il faut vraiment mettre le doigt sur le fait que le régime chinois, aujourd'hui, s'est rendu coupable de torture d'ordre génocidaire, et que les Ouïghours, pour les gens qui ne savent pas, c'est un groupe en fait ethnique chinois qui est de culture musulmane, et donc qui sont victimes effectivement de tortures systématiques depuis quand même un certain temps. Et comment t'expliques que ce génocide-là soit réduit au silence? Ça m'intéresse pas les gens. Et il y a d'autres génocides. Je sais qu'il y a les Rohingyas aussi en Birmanie, qui sont aussi une minorité musulmanes, qui sont torturées, qui étaient considérées par les Nations Unies ou par Amnesty, je crois, comme le groupe le plus opprimé au monde. Alors, c'était avant que vraiment les camps soient mis en place en Chine, les camps de redressement, entre guillemets, des Ouïghours. Mais il y a plein de groupes ethniques, en fait, qui sont opprimés et que ça n'intéresse pas la communauté nationale. Et je parle de ça, on pourrait aussi parler du Congo, en vérité. Bien sûr. Ce qui se passe pour les exploitations des ressources naturelles. Exact. Avec, je veux dire, le nombre de morts qu'il y a eu, c'est plus de 6 millions de morts. C'est énorme dans l'indifférence générale. Et pour quelle raison? Je pense que j'ai envie de citer, malheureusement, François Mitterrand. À l'époque du génocide au Rwanda, dans les années 90, il y a un journaliste du Figaro qui a dit que le président François Mitterrand avait dit dans ces pays-là, le génocide, c'est pas très important. Et je pense que malheureusement, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des populations dont les tragédies, en fait, n'intéressent personne. Personne. Alors après, je vais me rectifier, parce qu'il y a des gens qui agissent sur le terrain et qui sont des militants et qui le font avec beaucoup de force. Donc, je tiens vraiment à les saluer, à les soutenir. Mais quand je dis personne, je parle de la communauté internationale et des instances officielles qui gouvernent les pays. Mais le message est passé. Le message est passé.
Et c'est très dur, hein, et je rejoins totalement tes propos, Rokhaya. Nadine Morano, ça te dérange pas qu'on en parle, hein? Non, D'accord. mais non, Qui te non. taxe de française de papier. Et toi, tu mets souvent en avant le Third Culture Kid. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, Third Culture Kid, c'est un concept qui désigne les enfants qui sont nés dans un contexte culturel différent de celui de leurs parents et qui ont été socialisés dans ce contexte différent et qui ont leur propre culture, qui est en fait un amalgame de ces deux cultures. Alors, ça porte plutôt sur les enfants qui ont grandi dans plusieurs endroits différents et qui n'ont pas forcément grandi dans un endroit unique. Mais c'est surtout l'idée de dire qu'il y a des gens qui sont enfants de plusieurs cultures et qui ont leur propre culture, qui est un amalgame de plusieurs cultures. Même si je me sens pleinement française, pleinement sénégalaise, il n'y a pas de débat là-dessus. Nadine Morano m'a qualifiée de française de papier, mais c'est tellement raciste, en fait, et tellement grotesque que, bon, cette femme n'est pas à une ânerie près. Je veux dire. Pour moi, oui, je l'utilise souvent dans les conférences pour illustrer la question du française de papier. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Bien sûr. Parce qu'en réalité, si on regarde les choses très clairement du fait de l'histoire coloniale, mes parents sont nés français, mes grands-parents sont nés français, en réalité. Donc, Morano, je crois que c'est pas très français. Et si on doit faire le décompte de qui est français, qui n'est pas français, je l'ai déjà dit, mais je peux le répéter, je pense qu'il y a plus de Diallo en France que de Morano. Donc voilà, il s'agit pas de dire qui est plus français que l'autre. Je pense que toute personne française est française, point barre. Mais c'est une manière de dire... C'est comme si, en fait, quand on était d'origine étrangère, et en particulier issu de l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation, à partir du moment où on était critique de la France, on nous disait « Attention, vous n'êtes que français sur le papier. Et ça, non, on est français et on a absolument le droit de critiquer notre pays parce que c'est notre pays. Bien sûr. Non, mais le message est totalement passé, mais c'était clairement de la méchanceté. Mais bien sûr. C'était vraiment un tacle gratuit, enfin... Et puis c'est bête, en fait. C'est ça qui me fait de la peine, c'est que franchement, Miskina, elle est pas, c'est pas une flèche, quoi. Switchons. Voilà. Là, c'est pas une flèche. Et Naomi Klein dans tout ça. Alors, c'est une journaliste canadienne qui travaillait beaucoup sur la question de l'altermondialisme et de l'exploitation, pareil que comme Aminata Traoré des pays du Nord, et notamment des grosses entreprises industrielles, de l'industrie du textile, par rapport aux populations qui fabriquent les vêtements dans lesquels nous mouvons chaque jour. Et en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle No Logo au début des années 2000 qui m'a frappée et que j'ai adoré, et qui m'a vraiment plongée dans cette question-là la question de questionner le capitalisme, comme le fait aussi Aminata Traoré. Et elle a fait aussi un documentaire et un livre qui s'appelle La stratégie du choc. Je pense qu'il est disponible sur YouTube. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est comment les crises, en fait, renforcent le capitalisme au détriment systématiquement des populations qui sont déjà opprimées, qui sont pauvres et qui sont dans les pays les plus pauvres. D'accord. L'exploitation, la surexploitation. Exactement, la surexploitation. C'est par exemple cet immeuble qui s'appelait le Rana Plaza, qui était au Bangladesh, qui s'est écroulé en 2015. Peut-être 2013, je sais, ça fait tellement longtemps, en tout cas qui s'est écroulé, où des femmes, majoritairement des femmes, fabriquaient en fait des vêtements pour plusieurs grandes enseignes. Alors, on n'a jamais eu les noms exacts, mais honnêtement, ça veut dire que voilà, parfois on porte sur nous le prix du sang. Et qu'il faut se poser des questions en fait avant de s'habiller. C'est vrai. On n'a pas toujours les moyens, je comprends, hein, mais quand on achète des t-shirts à 10 €, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le processus qui a été exploité, peut-être qui est mort. Et puis voilà, et puis en ce moment, avec la crise en fait, du coronavirus, il y a beaucoup de travailleurs, en fait, de travailleuses en particulier, parce qu'il y a énormément de femmes qui ne sont plus payées par les marques. Parce que, voilà. Et donc ça, il faut aussi le dire. D'accord. Il faut le rappeler, ouais. Et toi, aujourd'hui, tu poses un regard beaucoup plus critique sur tout ça? Bien sûr, j'essaie vraiment... je pense que la consommation éthique et responsable, c'est important. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes créateurs pour mes prestations publiques. Donc, j'emprunte aussi beaucoup de vêtements. Donc, ça veut dire pas forcément acheter beaucoup de vêtements. Essayer de faire tourner. Essayer de pas stocker, en fait, inutilement trop d'objets, trop de vêtements à bas prix. Parce que c'est de la surconsommation. L'industrie du textile, c'est une des industries la plus polluantes du monde. Donc, c'est vrai que maintenant, en un clic, on peut acheter des trucs super à la mode et tout, mais il faut penser... Ou sinon, en tout cas, à recycler. Et je trouve que les choses comme les applis comme Vinted, les applis comme ça, ou le fait de pouvoir avoir des endroits comme Emmaüs, où en fait, on peut inscrire nos vêtements dans un cycle de renouvellement, c'est aussi important. D'accord.
D'accord. Mais est-ce que tu es consciente de l'impact que tu as auprès des gens, de la jeunesse, de manière générale? Alors, non. Honnêtement, ça me flatte et franchement, ça me touche quand je vois des jeunes personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et vraiment, ça me pousse, ça me booste, ça me motive et je les remercie vraiment d'être attentifs à mon propos et ça, c'est vraiment un honneur pour moi. Ce dont je suis consciente, c'est vraiment de la volonté que j'ai de transmettre. J'ai vraiment envie de transmettre ce que j'ai appris aux plus jeunes et de leur permettre de gagner le temps que j'ai pu perdre. Ah, excellent. Et pourquoi tu as eu cette envie de rédiger ce livre-là, Ne reste pas à ta place? C'est justement pour ça. C'est vraiment le propos, c'était de consigner en fait tout ce que j'avais vécu parce que c'est incroyable en fait. J'aurais jamais imaginé connaître ce parcours. Donc c'était d'une certaine manière tout écrire et puis essayer d'expliquer les leçons que j'en ai tirées. Parce qu'en réalité, quand on voit quelqu'un comme moi qui est dans la sphère publique, dans les médias, on ne voit que le résultat. C'est exactement on se dit, ça. Bon, en fait, ça va, tout va bien pour elle, c'est facile, on voit, je suis maquillée, je suis bien habillée par des gens qui m'accompagnent, etc. Donc, on voit le résultat, mais on ne voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. Et surtout, ce qu'on ne voit pas, c'est tous les échecs qu'il y a eu avant que j'arrive à cet endroit-là. Et c'est ça que je voulais raconter. C'est les stratégies que j'ai développées pour pouvoir m'en sortir dans un contexte qui était hostile. Donc, c'est un livre de développement personnel, mais pas au sens de quand on veut, on peut, parce que je pense qu'il ne suffit pas de vouloir. Il faut un contexte favorable, et le contexte n'est pas nécessairement favorable. Mais que dans un contexte difficile, il faut aussi savoir célébrer les petites victoires. Bien. Et que je me dis, à mon échelle, j'ai des petites victoires dont je peux me prévaloir et que j'ai envie de partager avec d'autres. Et puis, bien sûr, expliquer aussi ce qui a été difficile. Les embûches que j'ai pu connaître, les moments où j'ai douté, les moments où j'ai eu envie d'arrêter, les moments où j'ai eu envie de partir, toutes les déconvenues, en fait, les polémiques, etc., comment ça m'affecte. Des fois, psychologiquement, c'est lourd, en fait, d'être dans un tourbillon polémique, de controverses, c'est extrêmement lourd. Donc, j'avais vraiment cette volonté d'essayer de partager ça. Et l'idée ne reste pas à ta place. Et le sous-titre, c'est comment arriver là où personne ne vous attendait. C'est se dire, oui, comment j'ai pu naître dans un environnement ouvrier en étant une fille d'immigrés sénégalais, musulmans, et finalement arriver à un endroit où des gens comme moi sont très, 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 très peu nombreux. Donc c'est vraiment cette trajectoire-là, et puis essayer de faire des ateliers autour de ça pour essayer de partager avec la jeunesse. Mais c'est bien, parce que tu ne fais pas de la rétention d'informations. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé du livre que tu viens de sortir, mais on pourrait, et on va le faire, parler de ta BD. Ne m'explique pas la vie, mec. C'était quoi le but? Alors, le but, c'était vraiment de dénoncer cette manière dont les femmes sont entravées dans leur expression publique. C'est-à-dire que quand tu es une femme et que tu essayes de s'exprimer publiquement, mais qu'il s'agisse de la télévision, de faire un discours, d'une réunion au boulot, ou des choses plus anodines, enfin pas plus anodines, plus quotidiennes, comme un dîner de famille, comme un discours que tu dois faire dans le cadre d'un baptême, d'un mariage, etc. Quand tu es une femme, en fait, c'est compliqué, parce que souvent, tu es interrompue, souvent, tu es interrompu par une personne masculine qui va t'expliquer ce que tu sais déjà très très bien. Ta parole est déconsidérée. C'est assez compliqué. Et des fois, c'est même dans des conversations à 2-3 dans un petit groupe où en fait, on va t'expliquer ton domaine d'expertise de manière un petit peu condescendante. Donc, le but de la bande dessinée, c'est de dénoncer ces situations de manière humoristique avec des planches inspirées de la vie réelle et en même temps montrer que ça relève du sexisme ordinaire et montrer en fait quel est le processus qui produit en fait ce genre de petites brimades. D'accord. Et donc cette bande dessinée, évidemment, je l'ai faite avec Blachette. D'accord. Donc Blachette, qui est une illustratrice, on l'a créée toutes les deux et elle est disponible en librairie. Et les retours que tu as eu par rapport à ça? Super retour. Vraiment des retours hyper enthousiastes. On a fait le hashtag m'explique pas la vie mec et on a eu énormément de témoignages. Je vous invite à aller sur Twitter et de regarder, c'est hilarant. C'est hilarant parce que plein de femmes en fait racontent les cas de leur vie quotidienne où elles ont été confrontées à des gens, une femme qui va avoir fait une thèse en histoire médiévale, et il y a un homme qui va lui dire oui mais je crois que, alors que non, en fait il a zéro compétence. Et c'est hyper hyper drôle. Et on avait fait pareil, j'avais fait pareil avec le hashtag ne reste pas à ta place. Et les témoignages, alors là ça m'avait dépassé, des milliers de témoignages de gens qui sont arrivés là où personne ne les attendait. Et d'ailleurs le livre sort en poche en mars. D'accord. Le 3 mars. Le 3 mars. Ouais. D'accord. Voilà. Et je le souligne parce que c'est cher les livres. D'accord. Tout le monde n'a pas les moyens et franchement les poches c'est pas cher.
C'est Donc, excellent. du coup, pour les plus jeunes, je trouve que c'est plus cool aussi de pouvoir accéder à un livre qui va coûter, je pense, 6 ou 7 euros. Quoi. D'accord. Voilà. Le message est passé, en tout cas, Rokhaya. Très, très bien dit. Excellent. Et je voulais parler également de voilà, toi, tu es une éternelle optimiste, etc. Comment tu vois l'avenir ici, toi? Bah, je vois l'avenir de manière optimiste. Honnêtement, si j'avais pas l'énergie d'y croire, je cesserais de me battre. C'est-à-dire que j'aurais investi mon énergie dans autre chose. Après, je pense qu'on va passer par des moments difficiles et qu'il y aura une grande résistance par rapport à la montée de générations de féministes, d'antiracistes, de gens qui militent pour toutes sortes d'inclusions. Mais je pense que c'est inexorable. Et je suis optimiste dans le sens où on est là, en fait. On est là. Personne ne va nous faire partir de là. Bien. Parce qu'on est chez nous, tout simplement. Bien. Et qu'on est aussi une part de la richesse de ce pays. Et je ne parle pas seulement de la richesse économique, je parle de la richesse intellectuelle, de la richesse culturelle de ce pays. Et donc, en ça, je suis optimiste parce que, juste, on a cette conversation aujourd'hui. Bien sûr. Et pour moi, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'on peut produire et ce qu'on va faire. Et donc, voilà. Après, ça va être compliqué. On a une élection l'année prochaine. Ça va être difficile. On va entendre des choses de plus en plus abominables. Il va falloir vraiment tenir bon et s'entraider. S'entraider de manière intergénérationnelle. D'accord. Rokhaya, des fois, on a l'impression que tu prends un malin plaisir à déranger l'establishment. En fait, c'est pas que j'en tire un plaisir particulier. C'est vrai que ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire parce que c'est tellement absurde. Ouais. Je me dis, mais comment une seule personne, Ouais. une seule femme, peut vous piquer à ce point? Ouais. Ça, je me dis, mais vous êtes dans une forme d'instabilité, d'insécurité mentale, psychologique, incroyable, pour que une seule personne puisse vous déranger à ce point. Donc oui, des fois, je me moque, en fait. Je suis moqueuse. C'est bien, tu rends bien le coup, c'est excellent. Tu as également souvent pris, comme exemple, je devrais dire, Oprah Winfrey, en termes de détermination. Déjà, je la cite dans Ne reste pas à ta place, parce que, en fait, quelqu'un, au début de la carrière, lui a dit qu'elle n'avait aucune chance dans le domaine de la télévision. Exact. Mais où est cette personne? La personne doit avoir tellement honte si elle est toujours de ce monde. Franchement, non, je trouve que c'est un exemple de réussite incroyable pour une femme qui n'avait rien pour elle. Une femme noire, une femme plutôt grosse, qui a un physique qui n'était pas considéré comme gracieux, même si je la trouve magnifique, qui a joué le rôle d'une personne, même au cinéma, pas spécialement jolie. Et du coup, je trouve qu'elle a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu dans un contexte où personne ne l'attendait. Personne n'imaginait qu'elle bâtirait un tel empire. C'est une femme qui a une puissance incroyable, une puissance économique hors du commun, qui a réussi vraiment à construire quelque chose d'incroyable. Donc oui, je l'admire pour ça, je l'admire. Après, elle est dans un environnement capitaliste, c'est une forme de réussite très bourgeoise, etc. Mais je trouve que c'est une femme admirable. D'accord. Oprah, c'est un exemple. Alors évidemment, c'est un exemple qu'on peut considérer comme bourgeois, mais c'est un exemple de réussite d'une personne dont l'identité est en contradiction avec tout ce qu'on associe à l'affirmation de soi, à la réussite. Donc en ça, je trouve qu'elle est inspirante. Ouais. Mais elle a subi des backlash là récemment. Hein. C'était sur quoi déjà? C'était pas sur les polémiques, parce qu'il y a certains rappeurs américains disaient qu'elle était toujours sur le dos des hommes noirs, etc. Oui. Elle est Gayle King. Je comprends, mais j'ai pas vraiment envie de me mêler à cette discussion. Je pense que oui, je comprends, mais il n'y a pas beaucoup de femmes noires qui sont visibles dans l'espace public et je pense qu'il faut qu'on se soutienne. C'était une petite parenthèse, il fallait que je la sorte. Tu l'as déjà rencontrée? Non, jamais. Parce qu'étant donné que des fois t'es chez BET, je suis en train de te regarder, je vois t'es sur le tapis rouge, etc. Je me suis dit peut-être non, je l'ai pas croisé, je l'ai jamais croisé. Non. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là des BET Awards? C'est magique, c'est magique. Déjà le spectacle est incroyable, il est superbe. J'ai vu des prestations de Beyoncé, de Kendrick, tu vois, et puis après les anciens, les Stevie Wonder, tu vois, j'ai vu des choses magnifiques et c'est vraiment une très belle expérience. Et de manière générale, l'expérience américaine, moi j'ai eu la chance d'assister aussi au lancement de la fondation Obama à Chicago, donc de rencontrer Michelle Obama, Barack Obama, c'est juste ils font les choses en grand. Donc après les États-Unis ont plein de défauts. Et je ne suis pas favorable forcément à l'application de leur modèle. Je ne suis pas du tout d'ailleurs favorable parce qu'on a nos propres modèles. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très... Tu parles de hustle, c'est vraiment ça, quoi. On est dedans. Tu vois? On est complètement dedans. Et je sais que tu as également été, Rokhaya, approché par des politiques.
Est-ce que toi, tu te verrais en politique? Franchement, ça me dit rien du tout. J'ai été approchée à plusieurs reprises durant la dernière décennie. Au début, je me disais non, là, je suis trop jeune, je verrai quand je serai plus âgée. Bon, maintenant, je suis plus âgée. Et ça me dit rien. Franchement, ça m'intéresse pas. D'accord. L'idée me passionne pas. Moi, j'aime bien donner de la voix, essayer de pousser, de dénoncer les choses qui me posent problème. Mais je pense que je peux soutenir des gens pour s'investir en politique. Mais je trouve que c'est quand même un vrai sacrifice par rapport à sa vie personnelle que j'ai pas envie de faire. Et puis, je suis pas avide de pouvoir. En fait, le pouvoir ne m'intéresse pas. Bien. Être député, être dans un gouvernement, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. D'accord. Moi, j'ai envie de créer, vraiment. Bien. Et toi, comme on le disait tout à l'heure, voilà, t'es journaliste, tu fais des docs, tu bouges même. Voilà, multicasquette. Ta vie de famille dans tout ça? Ça se passe très bien. Ça se passe bien? Ça se passe très, très bien. Ça impacte pas ta vie de famille, non? Non, franchement, moi, j'ai Parce que ça peut être contraignant. Bah, en fait, je m'organise suffisamment bien pour préserver des espaces personnels. Donc, moi, je parle pas de ma vie privée justement pour ça. Mais honnêtement, mon foyer est super heureux. Excellent. Ça se passe bien, tu vois. Donc, après, c'est vraiment une question à la fois de discrétion et puis de savoir compartimenter. Donc, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je rentre le soir, le week-end, je suis pas au boulot. C'est donc, bien. Voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est excellent, c'est excellent. Et tes projets dans tout ça, tes projets futurs? Alors là, je travaille sur un documentaire que je suis en train de terminer, qui va porter sur les femmes et sur la capitale française. Et puis, j'ai des bouquins en préparation. D'accord. Donc, pour 2022, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Tu reviendras ici nous en parler? Avec plaisir. Bah, c'est excellent, c'est excellent. En tout cas, l'épisode touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe de WeHustle Rokhaya, nous tenons sincèrement, on te remercie. Merci d'avoir fait le déplacement, de nous avoir prodigué tes conseils, de nous avoir stimulé, de nous avoir encouragé. Et franchement, c'est super important pour nous. Merci à toi, The Chairman. Et merci à ton équipe. Vraiment, vous êtes tous très agréables et très professionnels. Donc, j'ai vraiment apprécié ce moment. Et merci pour ta confiance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était le Chairman qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec la grande Rokhaya Diallo pour WeHustle. Peace. We hustle, baby.